Nous voici pour cette étape du Tour du monde de la francophonie au Centre culturel Tjibaou, dans la ville de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Bonjour, bienvenue à tous. En ce lieu hautement symbolique pour le territoire, il est à la croisée des chemins entre l'histoire, la culture et l'identité calédonienne. Et c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons au pied de cette œuvre réalisée il y a presque 20 ans maintenant par Renzo Piano. Un centre culturel qui se veut le reflet d'une culture kanak en construction entre tradition ancestrale et mouvement moderne. Bâti dans la ville même de Nouméa, le centre culturel Jean-Marie Tjibaou est aujourd'hui au croisement de multiples expressions et influences qui font la richesse culturelle et créative de la Nouvelle-Calédonie. Cette terre du Pacifique Sud, à quelques milliers de kilomètres de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, ne ressemble à aucun autre coin de France. Territoire français depuis la fin du 19e siècle, la Nouvelle-Calédonie compte aujourd'hui quelques 260 000 habitants. Ils sont répartis entre la Grande Terre, l'île principale, l'île des Pins, qui se trouve au sud, et les îles Loyauté, à moins d'1 heure de vol de la capitale, Nouméa. À chaque île et chaque région, son identité. La nature luxuriante de la côte Est, la terre rouge et aride du Grand Sud, les hautes falaises noires de la région de Yengen, les grandes étendues de l'Ouest. Le lagon turquoise, inscrit pour partie au patrimoine mondial de l'UNESCO, à n'en pas douter, la Nouvelle-Calédonie a 1001 visages. Et cette diversité se retrouve dans les langues puisque le français côtoie ici 28 langues vernaculaires. De quoi donner à la francophonie calédonienne une identité hors norme. Et cette francophonie, aux couleurs du Pacifique, se retrouve dans l'univers culturel et tout particulièrement musical avec un style. Il s'appelle le Kaneka. Et depuis 30 ans, cette musique affirme l'originalité de la culture mélanésienne, là où le français est la langue partagée par tous. Alors pour commencer notre voyage dans la francophonie océanienne, je vous propose de partir à la découverte du Kaneka, ce style musical qui est toujours en mouvement. Le Kaneka, musique identitaire et fédératrice, chargée d'histoire, fête cette année ses 30 ans d'existence. Né à Canala en 1986, le Kaneka permettra aux Kanaks de l'époque de s'exprimer politiquement et socialement. Un mouvement musical essentiel pour le pays. Le Kaneka, à l'origine, il faut le rappeler, c'est quand même à l'origine la parole de Jean-Marie Tjibaou, qui a été donnée à nos aînés, de créer une musique, créer un mouvement musical pour accompagner un mouvement politique, donc avec les revendications de l'époque. Le Kanak, il utilise beaucoup son corps comme un instrument de musique. Les chuintements, les sifflets, les cris, les battements des pieds, les mouvements de tête, les mouvements de bras. Et ça c'est pas nouveau, ça. C'est juste qu'il faut arriver à les détecter et les ranger quelque part. Le Kanak, il fait en sorte pour que son corps devienne un instrument de musique. La musique traditionnelle kanak a grandi pour se laisser guider vers d'autres sonorités, marquées par sa fusion avec d'autres styles de musique. C'est d'ailleurs ce que recherche Christophe Ventoum dans la plupart de ses compositions. Le Kaneka, dès le départ, c'est le mix entre ici et ailleurs. Donc entre nos rythmes traditionnels et des influences extérieures. Donc après, qu'est-ce que le musicien met dans ce qui nous appartient et qu'est-ce qu'il met dans ce qui vient de l'extérieur? Je dirais que ça, c'est la liberté individuelle. Qui est mieux placé pour faire avancer le Kaneka? Les créateurs de Kaneka, les musiciens de Kaneka, ceux qui écrivent le Kaneka. Et c'est à eux d'aller, de chercher les ressources, de se former, de s'ouvrir à que ce soit aller rechercher les racines, mais aussi grimper à la cime pour aller chercher un maximum de connaissances pour enrichir le Kaneka et faire en sorte que ils puissent peut-être envahir la planète. Un style de musique endémique à la Nouvelle-Calédonie, dans lequel les artistes peuvent exprimer librement, en langue vernaculaire ou non, leurs histoires, leurs légendes et leurs idées. La part du Kaneka dans la musique que l'on produit, je dirais que c'est autour de 70% de ce qu'on produit, c'est du Kaneka. Le reste est du Pacifique et des musiques un peu différentes, on va dire. C'est maintenant une musique qui fait partie du paysage musical absolument à 100%. C'était pas le cas au tout début, où c'était une musique un peu revendicatrice et un peu révolutionnaire aux yeux de certains. Mais en fait, depuis pas mal d'années, ça a très très bien évolué en termes de qualité musicale.
Et le discours aussi, le discours a évolué. Si j'avais un message à faire passer aux artistes, c'est bosser, créer et ayez de l'ambition. Voilà, je crois que c'est la chose la plus importante d'avoir de l'ambition pour sa musique et pour son pays. Et si le Kaneka continue encore aujourd'hui d'attirer les foules, c'est que ses mélodies et ses messages parlent toujours autant au cœur des Calédoniens. Un pari gagné pour le vivre ensemble dans un pays aux 1000 couleurs et tout autant de sonorités. Vous l'avez compris, le Kaneka est bien la marque musicale identitaire de la Nouvelle-Calédonie depuis 30 ans, mais la scène locale est aussi très diversifiée. Elle est francophone, mais pas uniquement. Elle a des atouts à faire valoir en dehors de l'archipel aussi. Et on a pu le voir sur le territoire, c'était il y a 2 semaines avec les premières francopholies de Nouvelle-Calédonie. Une vraie chance pour notre territoire et Chris Tatéossian en était l'un des organisateurs. Il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Chris. Bonjour. Alors avec votre société, c'était Musical Production, vous avez organisé ces premières francopholies de Nouvelle-Calédonie. C'était un festival que vous avez imaginé pour valoriser, pour être notamment un outil d'aide à l'export de la création locale, de la musique locale. Pourquoi cette démarche ? Parce que c'est important de valoriser la scène locale. On voulait vraiment faire de ce festival une vitrine vraiment de la création. Avec notre partenaire le Poémar et puis le Forum francophone du Pacifique, beaucoup de programmateurs ont été invités à cette occasion, ainsi que les alliances françaises et les instituts français de la zone. Donc vraiment l'intérêt, au-delà j'allais dire de la diffusion d'artistes, c'est vraiment de valoriser cette scène locale. Et de la montrer au-delà du caillou. Alors accrocher en plus la marque Francopholie à notre caillou au milieu du Pacifique Sud, ça avait un véritable atout. Oui, je pense que c'est une marque qui est quand même reconnue. C'est une des premières marques qui a joué le jeu au niveau des artistes ultramarins. Donc il y avait un vrai sens et c'est un vrai atout, je pense, pour le pays. Quel bilan rapidement pour cet événement ? Super positif. Je pense que du public aux artistes invités, tout le monde a vraiment adoré cette première édition. Voilà, je pense qu'on peut être satisfait. Après, il y a encore beaucoup de travail pour les prochaines. Alors avec les tourneurs et avec les producteurs, l'idée c'était de permettre à nos artistes éventuellement de se frayer un chemin à l'international. À l'inverse, c'est aussi une porte d'entrée pour les artistes internationaux pour aller, pourquoi pas, dans ce Pacifique Sud et chez nos voisins. Oui, je pense que ça peut être une vraie porte d'entrée. Du coup, j'allais dire Australie, Nouvelle-Zélande, c'est vraiment des pays qui sont difficiles d'accès, de la métropole ou d'ailleurs pour le coup. Donc là, ça permet aussi de créer peut-être des échanges et en tout cas une vraie visibilité pour ces artistes. C'est peut-être un peu tôt aussi pour en conclure. On le disait, c'était il y a 2 semaines. Oui, c'est ça. Puis encore une fois, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à ce niveau-là, mais en tout cas, c'est une très très belle première tentative. Alors quels sont les besoins justement pour que les ambitions de nos artistes calédoniens, les ambitions à l'international se concrétisent ? Il y a beaucoup, alors déjà j'allais dire c'est une question de moyens, comment on développe un petit peu, comment on invite le maximum de programmateurs ici, donc ça demande un petit peu de moyens. Et surtout aussi travailler sur la formation de cette scène locale. Je pense que si on veut atteindre un niveau exportable, il faut travailler sur le coaching scénique, sur les ateliers d'écriture, ce qu'on fait déjà en partie avec le Poémar, j'allais dire des premiers outils qui ont été mis en place. Je pense que là-dessus, si on continue sur cette voie, il y aura vraiment des belles retombées. Lorsqu'on a ces ambitions-là, le français, c'est un atout ou un inconvénient ? J'allais dire un peu les deux. C'est un inconvénient parce qu'effectivement on est dans un monde anglophone, donc j'allais dire il y a un problème de compréhension au niveau de la langue. Cela dit, c'est un vrai atout aussi parce que c'est un intérêt. Le français, c'est singulier. Ici, on a la chance d'avoir des langues vernaculaires aussi qui amènent vraiment une touche particulière. Et je pense que ça, c'est important. Ça nous différencie un petit peu de la création, j'allais dire d'une manière générale. Et vous avez le sentiment que nos voisins anglophones, anglo-saxons, aiment le français. Est-ce que ça recouvre ? Oui, j'ai l'impression qu'il y a toujours, en tout cas, un imaginaire autour du français, de ce que ça véhicule, en termes de création notamment. Je vois qu'à Auckland, il y a un festival de cinéma francophone. En Australie, c'est pareil, il y a des choses qui se développent et qui fonctionnent très bien, absolument. Oui, tout à fait. Donc je pense que oui, c'est un bel atout pour nous. Alors comment on le valorise ? Qu'est-ce qu'on en fait finalement de ce français pour créer notre francophonie océanienne ?
Il faut garder un propos singulier. Je pense que la francophonie est intéressante ici parce qu'elle se mélange justement avec toute la culture kanak et océanienne d'une manière assez large. Donc il faut profiter de ça, amener une identité singulière, amener des rythmes, des danses, j'allais dire un propos qui nous différencie un peu de la création. Je pense que là c'est un véritable atout dont il faut se servir pour la suite et je pense que ça commence déjà à prendre puisqu'on a déjà quelques artistes qui ont été programmés grâce j'allais dire, à leur passage au Francofolie. On n'en est qu'au début, mais c'est vraiment une très très belle première porte d'entrée. Qu'est-ce qu'ils offrent? On est dans la musique française ou on est dans la world music au final? On est entre les deux. J'allais dire oui, la world music parce que justement ce propos artistique il se décline avec les langues du pays, mais il se décline aussi dans le français puisque même des artistes kanak chantent en français. D'autres artistes peuvent j'allais dire, s'approprier un petit peu et la langue française et la langue vernaculaire. Donc oui, c'est voilà, les deux. Un produit français, un produit calédonien, un produit océanien, en gros c'est ça. Oui, c'est ça, mais je pense que c'est ce qui caractérise notre pays, c'est ce mélange un peu des cultures et c'est ce qui fait notre force pour le coup. Merci Chris, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour les Francofolies de Nouvelle-Calédonie, 2e édition 2018. Oui, avec plaisir, merci beaucoup. Le français comme un atout d'une marque musicale et culturelle calédonienne, c'est bien l'une des recettes mises en application par Tchelenod. C'est un groupe local originaire de l'île de Maré et il a fait le choix de l'ancrage local pour mieux représenter une terre francophone, une terre métissée et une terre aux racines fortement ancrées. Alors partons tout de suite à la rencontre de ce groupe Tchelenod. Des riffs de guitare entraînants, des percussions qui font vibrer le cœur et des voix qui attrapent les notes d'octave perchées. Des concerts qui donnent des frissons. La description musicale de Tchelenod est digne d'un groupe de rock en pleine gloire. Et pourtant, Tchelenod s'inscrit dans une pure tradition musicale kanak et livre l'un des kaneka acoustiques les plus aboutis de Nouvelle-Calédonie. Tchelenod, ça va faire un peu plus de 10 ans que le groupe il existe. Donc c'est un peu les musiciens qui viennent un peu de chaque tribu de l'île de Maré. Le groupe Tchelenod a été créé en 2005. Donc au départ, il y avait juste moi avec Wayo. Et puis on a remporté par la suite le concours 9 semaines et un jour. Et donc sur le coup, on est parti jouer au Francophonie de La Rochelle. En allant sur place, en voyant la foule, c'est fou. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que quand on a commencé justement à chanter ce morceau-là, Tsoeli, quand on voyait la foule qui dansait, qui était là, qui était content déjà de nous voir en tenue traditionnelle, de chanter en langue vernaculaire de Néngone, le Néngone. C'est là qu'on s'est dit que c'est vraiment une chance. En Calédonie, on voit que le rythme traditionnel il disparaît un petit peu. Et Tchelenod, en fait, c'est un groupe qui casse tout. Malgré l'avancement du pays, on va dire, par rapport à l'avancement du pays, Tchelenod, en fait, il casse. Il nous remet, en fait, à notre place pour dire, vous avez une culture à défendre. Et pour cette culture-là, vous avez des valeurs fondamentales, mais vous avez aussi des instruments. Et ces instruments-là, ces sons-là, ils ne sont pas ailleurs, ils sont ici chez nous. Certains des membres du groupe vivent à Maré, d'autres à Nouméa pour des raisons professionnelles. Alors quand ils se retrouvent, c'est ici à Nouville pour des répétitions à la vallée du Tir. Le reste du temps, les musiciens se retrouvent à Maré pour répéter sur la plage. Nous déjà là-bas, on commence à préparer. On commence à préparer entre nous, et puis après on arrive ici, on arrive ensemble, on se met ensemble. Avant la répète là-bas avec les instruments, on se met soit chez Sinod ou chez Wayo, et puis on essaie de... On se concentre un peu sur les chorégraphies, sur le programme justement des morceaux, et on fait en acoustique. Tout d'abord, on prépare bien en acoustique, surtout les vocales, il y a les danses. On va au soir à la plage là-bas, puis on danse le soir. Danser à la plage pour préparer les danses. Et puis après, brancher après. C'est Moïse qui a conseillé aux jeunes de chanter en langue de Maré. Leur langue, leur culture. Danser le tchap. C'est unique, comme l'esprit qui l'accompagne. Le groupe ne veut pas séparer la danse de la musique. Et c'est ce qui fait aussi toute son originalité. Le kaneka, c'est la musique des grands chefs de tous les airs ici en Kanaki Nouvelle-Calédonie, quoi. Et puis nous, nous ne sommes que des ambassadeurs, quoi, à emmener cette musique.
faut dire qu'il y a quand même un petit peuple qui vit ici, qui existe ici, hein, dans un petit pays qu'on ne voit pas dans la carte. Hein. C'est important de faire connaître notre musique. Une belle aventure que celle de ce groupe de marées, Tchelenod, qui puise dans ses racines pour séduire le monde francophone. Et vous l'avez vu, séduire jusqu'aux Francopholies de La Rochelle. Et une autre de nos artistes calédoniennes a eu l'occasion de participer à ces Francopholies. Elle s'appelle Ticia. Elle nous attend à l'intérieur de cette case mélanésienne traditionnelle. On va la rejoindre. Elle est là pour nous aujourd'hui. Bonjour Ticia. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Bon, on parlait des Francopholies de La Rochelle. C'est un événement auquel vous avez participé en 2005, un événement de chansons françaises. Qu'est-ce que ça a laissé comme empreinte dans votre musique, dans votre créativité? Écoutez, moi, c'est arrivé en plus à un moment, je vais dire, c'était la première fois que je m'exportais, donc forcément, ça a eu beaucoup d'impact sur la suite de ma carrière. Et de chanter, moi, j'écris en français, je chante en français, donc forcément, ça m'a beaucoup parlé, je me suis beaucoup retrouvée, et puis c'était une grande découverte. Vous étiez à votre place? Je me sentais à ma place, oui. Qu'est-ce que sur quoi ça a débouché après? Aujourd'hui, vous ne chantez plus qu'en français? Aujourd'hui, au fur et à mesure des années, avec l'expérience et surtout les rencontres que j'ai pu faire, notamment en métropole et même ici dans le pays, ça m'a permis d'aller justement travailler et explorer notamment bien évidemment ma langue maternelle. Qui est le wallisien. Ouais. Donc, quand je parlais d'impact tout à l'heure, c'est un peu ce que j'ai ressenti en revenant notamment des Francopholies de La Rochelle, puisque c'était super, je chante en français, mais j'ai quand même ressenti ce besoin de revenir à la source parce que c'était finalement une richesse que j'avais et qui n'était pas forcément explorée en métropole, quoi. Alors aujourd'hui, finalement, vous chantez en français, vous chantez en wallisien, voire même en d'autres langues, notamment en quelques langues vernaculaires. Tout ce qu'on me propose, non, je suis partante parce que voilà, je disais c'est une richesse, donc forcément. Ça m'enrichit musicalement, ça inspire beaucoup et puis depuis quelques années, je me suis mise aussi à une langue vernaculaire qui est le djéou. Donc ça m'apporte beaucoup techniquement, artistiquement. À quoi elle ressemble finalement aujourd'hui votre francophonie musicale ? Avec toutes ces langues, très variées, parce qu'il y a eu, entre-temps aussi, il y a eu beaucoup d'inspiration de par des voyages et des rencontres qui font que, après, ça enrichit, ça m'inspire et ça se ressent et je pense ça s'entend dans ma musique. Et comment elle s'est construite à l'origine? Votre francophonie, elle vient d'où? Alors j'ai été beaucoup bercée par la chanson française, notamment depuis petite. Pas que, puisque j'ai grandi en famille avec toujours cet apport de musique dans la famille où on chante beaucoup en langue. Donc quelque part ça m'est toujours ça s'est construit. Voilà, c'est quelque part dans une case, quoi. Mais effectivement, j'ai beaucoup écouté de la chanson française en passant par Francis Cabrel, Jean-Jacques Goldman. Les gros classiques. Voilà. Aujourd'hui, il y a un dispositif que vous avez créé qui s'appelle Femmes croisées, plusieurs femmes sur une même scène, plusieurs femmes avec différentes origines. C'est un peu la femme océanienne et la francophonie océanienne qui vient sur scène à ce moment-là? C'est un peu la femme océanienne, la femme calédonienne, la femme kanak, c'est l'artiste femme en elle-même en fait. Ce dont je veux parler à travers ce projet, c'est la femme artiste, qu'elle soit sculpteur, peintre, chanteuse, danseuse, mais que c'est pas seulement l'artiste qu'on voit à travers notamment les médias ou à travers tout ce qui est communiqué, mais c'est aussi et très souvent une maman au foyer, une sœur, des fois des grands-mères, parce qu'on a beaucoup d'artistes qui ont de grandes carrières. Donc voilà, c'est un peu pour montrer ce côté-là où c'est la femme qui porte beaucoup de choses aussi. Merci Ticia. Merci.
Alors le français, c'est une langue riche, une langue parfois complexe, on l'a compris, Dans la construction de la couleur musicale calédonienne, entre francophonie et Océanie, le travail des mots a une grande importance. Et c'est pourquoi le Poémar, c'est le pôle d'aide à l'export de la musique et des arts de la Nouvelle-Calédonie, a organisé à la fin du mois d'août un atelier d'écriture parolière, reportage au cœur de la technique du maniement de la langue française. Rémi Naïgé, slammer originaire de Lifou, a décidé de participer à l'atelier d'écriture parolière organisé par le pôle d'export de la musique et des arts de la Nouvelle-Calédonie. C'est en posant une simple question à ses élèves que Tezam Barem, parolière de renom venue spécialement de métropole, a démarré la formation. Selon vous, qu'est-ce qu'une chanson ? C'est une question qui a l'air facile et qui finalement est très intime quand on répond à « c'est quoi une chanson ?» et on raconte sa vie. Donc c'est sûrement raconter sa vie, c'est sûrement un récit de soi. C'est un instant inoubliable qui fait tout oublier. Pour moi, c'est ça une chanson. Mais les gens qui participent aux ateliers ont des tas d'autres définitions et lorsqu'ils parlent de qu'est-ce que c'est pour eux, pour elles, une chanson, voire une bonne chanson, ça raconte leur vie à eux, en écho, en résonance. J'ai décidé de participer à cet atelier d'écriture parce que des fois on se retrouve un peu bloqué avec le syndrome de la page blanche. Et là on se dit bon, qu'est-ce qu'on a envie de dire, qu'est-ce qu'on a envie de raconter, est-ce que c'est important d'avoir un personnage, est-ce que c'est important d'avoir déjà des actions qui soient prédéfinies, et puis surtout pour écrire en français parce que c'est notre langue maternelle et je trouve ça plus difficile dans la compréhension du texte quand on est en anglais parce que tout le monde parle pas anglais ici. Du coup, c'est plus simple d'écrire en français, mais en fait, c'est pas simple du tout. Ça m'apportait plus parce que moi, je suis plutôt toujours à la recherche dans l'innovation, dans l'originalité. Et cet atelier, c'est un plus pour moi. C'est un plus pour moi parce que je suis plutôt dans la création. Et ça, c'est un plus. C'est aussi une nouvelle façon de voir les choses. Et puis, cet atelier d'écriture m'a permis à savoir comment écrire des textes parce que quand j'écris des textes, je suis toujours ailleurs, alors que là, il m'a bien canalisé sur un point. Et c'est très enrichissant. Gayoulaz, déjà, on a déjà 4 albums à notre actif. Et effectivement, on a eu une tournée dernièrement en métropole. Et cet atelier va nous permettre d'avoir des outils et des méthodes pour pouvoir améliorer notre écriture. Peut-être des textes qui vont pouvoir franchir tous les récifs de la Calédonie. Et surtout, avoir une assise qui permettra de mieux toucher un public plus divers. En tout, une dizaine d'artistes très studieux ont assisté à cet atelier d'écriture et ont pu ainsi trouver les outils nécessaires à l'écriture d'un texte pour leurs projets à venir. Un atelier d'écriture riche en enseignements, notamment pour les artistes calédoniens qui travaillent à se créer leur propre identité, façonnée à la fois par la francophonie et par leurs racines. Le groupe Gayoulaz en fait partie et toujours sous le toit de cette case traditionnelle du Centre culturel Tjibaou, nous accueillons l'un des chanteurs du groupe, Dominique Taïn, bonjour. Bonjour Anne-Claire. Vous faites partie du groupe Gayoulaz. Oui, je fais partie actuellement du groupe Gayoulaz. Et on l'a entendu dans le reportage, vous avez participé à cet atelier d'écriture. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Donc cet atelier d'écriture nous a apporté beaucoup de choses, des outils pour pleinement exprimer nos pensées, nos réflexions et structurer pour effectivement avoir une très belle chanson. Parce qu'aujourd'hui, on a nos propres méthodes et avec cet atelier, ça a apporté un peu de plus-value pour qu'on puisse ériger au mieux nos chansons et apporter un peu plus de profondeur. Alors vous ne chantez pas que en français, vous chantez aussi en djéou. Cette réalité-là de maîtrise et de plus de profondeur, c'est vrai pour le français, c'est vrai pour le djéou ? C'est vrai dans les deux langues. On dit souvent qu'un enfant bilingue, il a une grande richesse culturelle et aussi une richesse au niveau de la francophonie. Donc effectivement, composer en djéou et en français, ça nous permet a priori de maîtriser l'une des deux langues et surtout faire passer des messages aussi bien dans le public local que dans un public à bassin francophone. Et quel usage pour quelle langue finalement ?
On utilise souvent le français pour faire passer des messages, je veux dire, des messages avec des objectifs bien précis. Des objectifs d'émancipation ou des objectifs de prévention, des messages bien clairs pour amener la société sur des problèmes sociétals, mais également sur des messages de prévention. Et le djihou, plus pour l'émotion, mais également des messages très portés vers l'éducation, l'émancipation du peuple. Et également l'amour, parce que le djihou, c'est une langue très émotionnelle où on arrive à faire retranscrire quand même tous nos sentiments sur une chanson. C'est une langue des émotions, c'est une langue du sentiment. C'est pas uniquement une langue du sentiment, mais le djihou, c'est une langue qui est très riche et qui est composée beaucoup comme la langue française, de métaphores, d'anaphores. Et il y a plusieurs sens où le pluralisme s'exprime. Et le djihou, dès qu'on la maîtrise, sur une même phrase, on peut avoir différentes connotations, différents sens. Et c'est une grande richesse pour nous de le maîtriser, quoi. Comment est-ce que vous alliez les deux? Vous y parvenez? On y parvient dès notre enfance parce qu'il faut savoir maîtriser le djihou à la maison et le français à l'école. Et donc, au fil du temps, on y gagne en expérience. Et aujourd'hui, on sait être opportun et réagir justement dans nos chansons en élargissant sur des textes en djihou comme sur des textes en français. Avec un choix, soit en français, soit en djihou, vous parvenez à allier les deux dans une même chanson? Oui, on y arrive aujourd'hui. Je pense avec 4 albums aujourd'hui et avec l'export qu'on a eu dernièrement, je pense que l'alliage des deux langues, c'est quand même une très grande richesse. Alors justement, qu'est-ce que vous êtes allé présenter à l'étranger? Qu'est-ce que vous aviez à montrer? Donc à l'étranger, on a présenté une tournée avec Tissia et le groupe Gayulaz. Donc on a présenté une tournée de 2 heures avec chacun des morceaux où on a pu exprimer également tous nos messages et en langue comme en français. Et effectivement, quand on arrive dans des pays étrangers, la musique, c'est un langage universel. Et donc aujourd'hui, chaque artiste a réussi à susciter de l'émotion chez un public objectif, chez des personnes qui ne sont pas habituées à ne parler le djihou ou à parler le wallisien, le foutonnier. Mais effectivement, à travers cet échange musical, ils ont ressenti le message qu'on a voulu faire transparaître. Donc finalement, français, djihou, les deux, l'un des deux, ça a peu d'importance? Je pense que ça a peu d'importance, mais le français, c'est très important. C'est comme l'anglais. C'est le passeport pour pouvoir s'exprimer et se comprendre avec d'autres peuples. Mais la musique, comme le langage des signes, on n'a pas besoin parfois de paroles pour pouvoir échanger. Quand on vous parle de francophonie océanienne, ça vous parle? Ça me parle, mais je dirais aussi qu'il y a aussi l'identité océanienne. Parce que francophonie, c'est le langage qui permet qu'on puisse se connecter avec d'autres peuples océaniens. Mais on a chacun notre identité avec ces valeurs océaniennes-là qui font qu'aujourd'hui, on arrive à se comprendre mutuellement. C'est bien d'expliquer tout ça dans une case traditionnelle? Bien sûr, c'est un peu un cliché stéréotype, mais c'est notre identité à nous. Et aujourd'hui, pouvoir s'exprimer ça dans la capitale, c'est une grande fierté. Et justement sur cette symbolique qui est la case, et également d'autres symboliques qui puissent s'exprimer dans la ville de Nouméa, pour dire quand même on est en Nouvelle-Calédonie avec le peuple kanak et tous les peuples océaniens qui nous entourent. Merci Dominique Taïn et bon vent au groupe Gayulaz. On lui souhaite encore plein d'expériences. Alors parmi les artistes calédoniens qui manient la langue française avec une grande maîtrise, sans pour autant oublier leurs origines kanak, se trouve Paul Wamo. C'est un slammer emblématique de la Nouvelle-Calédonie et il est désormais bien installé sur les scènes de métropole et d'ailleurs. On le découvre. Ne s'entend plus. Ce poème, c'est comme un cri qui vient de l'intérieur, un cri sur lequel Paul Wamo a mis des mots, ces mots. Au diable la peur, coup de botte dans la gueule. Au diable celui ou celle qui ne vient pas. 2018 sera l'année d'un manuscrit en français et d'un nouvel album. Alors le kanak travaille ses textes qu'il dira sur des musiques actuelles, mélange d'électro, de R&B, de hip-hop. Un titre, Andréou, tous les autres en français, comme un pied de nez à l'histoire. C'est une langue qui nous a été imposée. Même si je parle mieux, même si j'aime la langue française, mais c'est une langue qui est arrivée chez nous. Donc c'est une façon de dire que je vais jouer avec elle et que je vais, voilà. C'est pas une revanche, mais une façon de la déconstruire
à ma façon. Jouer avec la langue pour remettre l'histoire et la société en perspective. Et même plus que noir, pas juste noir, ni seulement noir, mais un homme souvent... Installé depuis 1 an et demi à Marseille, Paul Wameau a trouvé dans la cité phocéenne des partenaires pour diffuser son travail, son message, toujours avec l'aide de son épouse. On arrive plus facilement qu'à Paris à créer un contact, un lien avec les gens. Et ça aussi, ça participe beaucoup au développement artistique du projet. Et donc voilà, on a fait le bon choix, je pense. Quand on part de chez soi, quand on arrive ici, on est confronté au regard des autres aussi, surtout dans ce milieu-là. Donc cette confrontation-là, elle permet aussi de se remettre en question soi-même, qui je suis, d'où je viens. Donc c'est tout ça qu'on est venu chercher ici. Se confronter à l'autre et exporter son travail en dehors de la Nouvelle-Calédonie. Fin octobre en Guadeloupe, Paul Wameau participera au festival Bleu Outre-mer. Le kanak abordera alors la créolité, un autre rapport de la langue à l'identité. Paul Wameau, un artiste qui porte ses racines calédoniennes jusqu'en métropole, jusqu'en Europe. Il est un artisan de l'export de la culture francophone, si particulière dans le Pacifique Sud, une région à dominante anglo-saxonne. Pas simple, d'ailleurs, de se faire une place au soleil lorsque la langue maternelle n'est pas l'anglais et que les voisins, il faut le dire, nos voisins les plus proches, ne comprennent pas un mot de français. Cette réalité est tout aussi présente dans la sphère économique, surtout si l'on mise sur l'export des produits et des services. Alors la Nouvelle-Calédonie a su se doter d'une économie productive, elle en a fait une source de richesse pour sa population et elle cherche désormais à exporter ses biens, ses services des côtes de la Calédonie. Le nickel, c'est la première ressource qu'elle exporte, la première mais pas la seule. Pour autant, l'export est un défi pour les entreprises françaises de Nouvelle-Calédonie, souvent confrontées à des géants anglo-saxons, australiens, asiatiques. Mais la persévérance porte parfois ses fruits, comme nous le montre le reportage que je vous propose de découvrir maintenant. Côté exportation, la Nouvelle-Calédonie est surtout connue pour savoir, depuis des décennies, exporter son nickel. Mais quels sont les autres potentiels du pays en matière de commerce extérieur? Bienvenue pour une aventure passionnante, celle de l'économie qui voyage. En dehors des produits et des services, la Nouvelle-Calédonie exporte aussi des compétences. C'est le cas dans le secteur des énergies renouvelables. Sunzil est présente en Nouvelle-Calédonie depuis 1991 sous différentes appellations commerciales. Et donc nous, on a suivi l'évolution des métiers du photovoltaïque. Donc au départ, on était vraiment positionné sur les petites installations en site très isolés. On a évolué, je dirais, avec des installations de plus en plus importantes. Typiquement, là aujourd'hui, on est sur une installation qui injecte de l'électricité sur le réseau de transport pour tous les Calédoniens. Cette ferme-là, c'est évidemment la plus grande ferme de Calédonie. Je pense même qu'à l'échelle régionale, ça doit être, si ce n'est la plus grande, une des plus grandes. C'est typiquement une vraie belle vitrine de notre savoir-faire. Et on l'a vu lors de déplacements de gouvernement, ce genre de référence nous aide à prendre des contacts intéressants pour pouvoir initier des projets à l'export. On a plutôt travaillé plus à l'export on va dire les 15 dernières années, où on a parcouru tout le Pacifique, de Kiribati à Tokelau, à Yap, aux îles Marshall, Tonga, Vanuatu évidemment, Fidji aussi. Les territoires étaient vraiment vierges en termes même d'opérateurs, de sociétés qui faisaient comme nous dans tous ces territoires. Là, aujourd'hui, on est plutôt sur une approche où on fait appel à nous lorsqu'il y a vraiment un besoin d'une forte expertise pour des projets d'ampleur significative. Nous vous recommandons de prendre garde à la supplémentaire de pied à l'ouverture des coffres à bagages et de vérifier que vous n'oubliez rien à bord. Au nom d'Air Terra, nous espérons que vous effectuez un agréable voyage. Nous serons heureux de vous accueillir de nouveau sur nos lignes.
Nous vous souhaitons un agréable séjour en Vanuatu et une excellente fin de voyage aux passagers en continuation. À 1 heure de vol de la Nouvelle-Calédonie, le Vanuatu est le plus proche des États insulaires. Par son histoire et cette proximité géographique, c'est une terre d'exportation pour les produits calédoniens. L'expertise calédonienne en matière de photovoltaïque en est un exemple. Nulco, c'est une société de service public qui produit et distribue l'électricité sur toute l'île de Faté, ainsi que sur des petites parties de Malikolo et Tana. Direction le nord de l'île des Faté, vers Undine Bay, où Sunzil a été retenu pour la mise en place d'une ferme solaire. Le solaire, c'est une part assez récente. Sunzil, donc, on a travaillé avec eux sur la ferme solaire d'Undine Bay, donc une ferme de 510 kW. C'est un projet qui a démarré dès 2014. Malheureusement, à cause du cyclone Pam, on a pris un an de retard. Donc c'est une ferme solaire qui a été mise en service en début 2016. C'était assez naturel pour nous, pour ce premier projet de 500 kW, de travailler avec une entreprise reconnue et avec qui on a déjà eu l'occasion de travailler sur d'autres projets. Sunzil est intervenu à différents niveaux du projet, la partie études, la partie design, la partie maîtrise d'œuvre, jusqu'à la mise en service. Sunzil nous a accompagnés et a été un partenaire fiable tout au long du processus. On partage aussi la même langue, on partage les mêmes normes techniques. Donc ça a aussi son avantage pour ce genre de projet. L'export, on le pratique depuis, je vous dis, même 15-20 ans, donc on sait faire. C'est plus maintenant être positionné sur ces nouveaux marchés et donc la problématique, elle est plus au niveau de la veille commerciale. Notre ambition à terme sur l'export, c'est évidemment la Calédonie est un territoire sur lequel il y a encore énormément de choses à faire dans le domaine des énergies renouvelables, mais il y a quand même une taille critique qui sera atteinte, et donc c'est effectivement de développer au moins une quote-part significative de notre activité, simplement pour pérenniser notre présence sur le territoire, donc d'avoir une quote-part significative de cette activité à l'export. Le Vanuatu a été classé en 181e position sur 188 par le FMI pour son PIB par habitant en 2013. Une situation économique qui n'est pas des plus prospères. Pourtant, pour ceux qui savent s'adapter aux contraintes locales, des producteurs calédoniens ont trouvé leur place sur ce marché. Je m'appelle Loïc Bernier, je suis au Vanuatu depuis 1989 et je suis donc conseiller du commerce extérieur. On a évidemment donc, des produits calédoniens présents aujourd'hui sur le marché du Vanuatu. Je pense qu'ils sont malgré tout en petite quantité, pas énormément de produits calédoniens. Alors, ces produits sont des produits en fait émergents, je pense. On est sur aujourd'hui des gens qui essaient de se positionner, qui ont développé des marques en Calédonie et qui essaient de se positionner dans la région Pacifique et qui essaient évidemment le Vanuatu. Par rapport aux anglo-saxons, un des avantages, c'est que la Calédonie est simplement à 1 heure d'avion déjà. Donc on peut avoir quasiment des produits à partir de Nouvelle-Calédonie dans la journée. On pourrait dire dans la journée au moins sous 2 jours. Par avion, c'est relativement facile. On pourrait aussi, si le fret était vraiment existant et régulier, on pourrait aussi avoir du fret maritime à partir de Nouvelle-Calédonie de manière très très rapide. Alors que sur l'Australie, il faut compter au moins 15 jours ou 1 mois pour obtenir un produit. La qualité. Les produits européens sont souvent, en tout cas c'est mon avis, de meilleure qualité que quelquefois les produits anglo-saxons. Produits européens, produits calédoniens. Moi, je participe depuis 8 ans maintenant à ce qu'on appelle la Week Plo Vanuatu. C'est-à-dire que chaque année, nous, Vanuatais, nous allons en Nouvelle-Calédonie pour faire découvrir le Vanuatu aux Calédoniens. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, les Calédoniens commencent à venir au Vanuatu en disant « ça c'est un marché qu'on a peu utilisé, donc aujourd'hui, sachant que je pense qu'il y a un ralentissement en Nouvelle-Calédonie,
ça oblige les gens à aller voir ce qui se passe chez leurs voisins. Et on voit depuis un certain temps donc une vraie volonté des Calédoniens de découvrir ce marché qu'est le Vanuatu. Cette volonté se retrouve notamment dans les produits liés au bâtiment. Des besoins quasiment de première nécessité dans ce pays balayé régulièrement par des cyclones de grande ampleur. Là, les produits que vous voyez, c'est tout à fait trempé. Après le cyclone Pam, on s'est retrouvé avec tous nos plafonds effondrés, enfin nos plafonds, ceux qui n'étaient pas sur la partie magasin, ceux qui n'étaient pas justement en PVC. Et on s'est dit, c'est l'occasion, vu qu'on connaît la société 3P qui importe ce produit de qualité, c'est l'occasion de faire une commande. On refait nous déjà nos plafonds, puis on voit si on peut le commercialiser. Vous savez, ce qui nous reste en stock en fait sur les 2 conteneurs qu'on avait fait, on est en train de finaliser là, un conteneur qui est en positionnement ce matin à 3P et qui va être enlevé pour vendredi prochain, donc pour arriver le mois prochain sur Port Vila. Donc sur les produits 3P, on a eu un échantillonnage au départ avant de démarrer avec différents coloris. Vous avez le blanc, vous avez le marron et un peu de marron clair. Donc ça, c'est des produits un peu plus spécifiques qu'on travaille à la commande. Donc on a une commande spécifique client qu'on a démarré, enfin qu'on a fait pour le client. C'était un projet spécifique. On pourra voir la mise en œuvre un peu plus tard si vous le souhaitez sur le Fatou Maru Lodge. Et après, ça c'est le produit standard qu'on commercialise et qui fonctionne bien aujourd'hui. This is Fatou Maru Lodge, and after Cyclone Pam, the entire roof structure came off, and so I came and rebuilt it. The key is using the hardwood. If you notice the strong beams we bond together. Then it's an issue of how do we make it look beautiful from the underside. And for Stephanie, with her product from Escal, they manufacture in New Caledonia this PVC ceiling. I've used many products originated out of other countries, and all of them have failed, and this New Caledonian product is by far the best. Ici, nous fabriquons des produits en PVC et composite pour le bâtiment. Principalement donc 3 gammes. Une gamme de lambris PVC servant à habiller des plafonds. Une gamme de profilés de clôture PVC servant à la fabrication de clôtures en tout genre, en PVC. Et récemment, dans le cadre d'un projet d'extension et de diversification, on fabrique des lames de deck en composite. Donc le principe de transformation utilisé, c'est l'extrusion. On chauffe de la matière, on la fait passer par forçage dans une filière qui donne la forme géométrique souhaitée. C'est une usine qui fonctionne 24 heures sur 24, sans autre choix, puisque en fait les temps de démarrage et d'arrêt machine sont extrêmement longs. Pour démarrer une ligne de production, il faut 4 heures, donc dans des journées de 8 heures, c'est pas possible. Et ça fonctionne avec 3 équipes de 2 personnes qui se relaient donc toutes les 8 heures. Sur le Vanuatu, on a une concurrence de produits asiatiques, où nous nous trouvons pénalisés. Donc ce sont des produits de moins bonne qualité, mais au Vanuatu, il y a un pouvoir d'achat qui est assez faible et les gens sont sensibles à ça. De plus, au Vanuatu, notre produit, il prend 30% de taxes quand il arrive à Port Vila. Donc ce qui est extrêmement pénalisant pour nous. Concernant la Nouvelle-Zélande, donc on a engagé vraiment des démarches vers la Nouvelle-Zélande qui a été notre cible. Donc ces démarches, concrètement, ça a consisté dans un premier temps à faire certifier nos lambris par un organisme de contrôle du bâtiment, l'équivalent des normes françaises, là-bas qui s'appelle la Brands. Suite à ça, ça a donné donc du crédit au niveau qualité à notre produit. Et aujourd'hui, on a un partenariat avec un distributeur qui est basé à Auckland, mais qui dispose de points de dépôt à Christchurch et à Wellington.
d'un staff de commerciaux et qui distribue donc au travers de toute la Nouvelle-Zélande nos produits. Ampolite is a manufacturer and supplier of plastic building products into the New Zealand market. 3P have a plastic soffit lining product called Panorama that we distribute for them in New Zealand. It's a very good quality product. It's a significantly different product to what's being sold in New Zealand, and the market seems to like it. We chose to use it on our own building. We had a significant storm came through New Zealand about 4 years ago, and it blew all the soffits off our building, so we chose to install these. Obviously because we're the distributor and we wanted to be able to show people what it looked like, but also it's a very nice product and we wanted to install it on our building because of that reason as well. L'export, ce sont des démarches qui s'inscrivent dans la durée. C'est long, ça peut même être très long. Maintenant, nous, on lâche pas on baisse pas les bras parce que on a des résultats. On a par exemple là, on est sur le point d'obtenir le marché des faux plafonds sur la construction d'une école en Nouvelle-Zélande qui marquerait notre premier gros chantier. L'export, toute une aventure compliquée pour un petit territoire francophone comme la Nouvelle-Calédonie. Et pourtant, vous venez de le voir, des produits et des services parviennent à trouver des marchés à l'étranger. Et lorsqu'une entreprise du territoire cherche à se lancer, elle trouve du soutien dans un organisme dédié. C'est un cluster, il s'appelle Avenir Export. Et nous avons auprès de nous aujourd'hui Hélène Duquesnoy, la vice-présidente. Bonjour Hélène. Bonjour. Merci d'être présente avec nous aujourd'hui. Alors un petit territoire francophone comme la Nouvelle-Calédonie au milieu du Pacifique Sud qui on le sait est principalement anglo-saxon, on a des atouts, on a des choses à faire valoir à l'étranger, à l'export. On a énormément de choses effectivement à faire valoir. La Nouvelle-Calédonie, que ce soit les industries, tous secteurs confondus, a tout à fait les capacités à l'heure actuelle de pouvoir exporter ses produits. On a beaucoup d'avantages dans le sens où on a beau être un petit pays effectivement insulaire, mais on a quand même toutes les capacités et surtout la technologie, ce qui nous permet de pouvoir répondre aux différentes demandes des pays de la zone. Qu'est-ce qu'on affiche? Made in Calédonie ou Made in France? Alors, normalement, l'un ou l'autre, de toute manière, est propice à la promotion des produits. Il faut savoir que quand même, Made in France ou Made in France, excusez-moi, avant tout, c'est peut-être un terme marketing, mais derrière cela, il y a quand même, ça représente la qualité, le savoir-faire et surtout la noblesse. Donc, ce sont quand même 3 mots essentiels lorsqu'on fait la promotion de produits et surtout la promotion de produits qui sont made in France. Alors quelle francophonie finalement on met en avant selon la zone géographique dans laquelle on a envie d'aller? Eh ben, en fait, on essaye de s'adapter parce qu'en fonction des produits que l'on va approcher, on va avoir une approche tout à fait différente. Par exemple, si on s'adresse par exemple aux pays de l'Asie, on va essayer de garder le côté Made in France parce qu'ils sont quand même très friands de ce genre d'appellation. Après, si on est plutôt sur un pays anglo-saxon, on va garder le côté français, le côté européen. Et puis ensuite, bien sûr, tous les pays de la zone, mettre en avant et garder un peu le langage mélanésien sur les pays de la zone, bien sûr. Voilà. Ouais. Donc on le disait, le Pacifique Sud, on est entouré de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, d'une région anglo-saxonne. Être francophone, c'est un atout, c'est un inconvénient? Alors, ça peut être un atout et c'est aussi un inconvénient. Les atouts, parce que justement, on représente plus ou moins la qualité et la noblesse des produits français. Mais par contre, l'inconvénient, effectivement, c'est que l'on est entouré de pays anglo-saxons et on est obligé de bien communiquer, de pouvoir communiquer entre nous. Et la seule langue à l'heure actuelle, c'est l'anglais. Ouais, c'est indispensable aujourd'hui. C'est indispensable. Donc, beaucoup de chefs d'entreprise, comme d'autres associations ou autres, le savent très bien, c'est qu'elles
ils ne peuvent de toute manière approcher le commerce à l'international qu'en ayant la maîtrise parfaite de la langue anglaise. On a des progrès à faire encore en la matière pour s'insérer vraiment ? Des progrès, je ne pense pas, parce que la nouvelle génération arrive en force quand même avec des connaissances et le commerce international qui l'oblige dans le cursus scolaire, entre guillemets. Mais par contre les chefs d'entreprise, oui, en sont conscients. Alors je vous interromps Hélène, parce que dans quelques minutes, ce tour du monde de la francophonie va se poursuivre avec une escale en Australie justement. Nicolas Georges nous attend en direct de Sydney. Nicolas, est-ce que vous êtes prêt à prendre le relais ? Nous sommes prêts effectivement ici à Sydney en Australie. L'Australie qui attire de plus en plus de francophones année après année. Et puis la langue française est également de plus en plus prisée ici en Australie. Alors francophonie et Australie, une histoire d'amour faite pour durer. On va en parler avec nos invités dans un instant. Allez, on a encore un tout petit peu de temps, Hélène, avant de se quitter, avant de conclure et avant de passer en Australie. Donc vous le disiez, on fait des efforts. Aujourd'hui, on a progressé pour être francophone à la portée des anglophones, disons. On a beaucoup progressé. Maintenant, il y a beaucoup d'axes qu'il va falloir améliorer. Dans un premier temps, je pense que c'est la Nouvelle-Calédonie proprement dite, qui n'est pas du tout connue dans la zone. Et pourtant, un vrai déficit de notoriété. Un vrai déficit de ce côté-là. Il est vrai que nous, au travers des expositions commerciales que l'on peut faire, salons ou autres, on s'aperçoit que la Nouvelle-Calédonie est peu connue. Donc on en fait la promotion de par les produits. Et c'est comme ça qu'on va se quitter. D'accord. Merci Hélène. C'est ainsi que s'achève notre voyage francophone en terre calédonienne. Merci à tous d'avoir passé ce moment avec nous ici au Centre culturel Chibaou, au milieu des cases et en bord de mer. J'espère que vous avez apprécié ce petit bout de France dans le Pacifique Sud, et puis sa francophonie si particulière. Le tour du monde de la francophonie va donc se poursuivre dans quelques minutes à Sydney. Merci à tous et à bientôt en Calédonie.